Bienvenue dans cet après-midi du deuxième jour de la conférence. Nous avons ce matin déjà largement évoqué divers dispositifs pédagogiques pour l'apprentissage des langues vivantes. Et on va approfondir cette thématique cet après-midi avec nos trois premières intervenantes qui vont succéder. Et sans tarder, on en a déjà beaucoup parlé ce matin du numérique. Mais là, on va s'y consacrer de façon spécifique en posant la question, pourquoi et j'imagine dans quelles conditions, mettre le numérique dans l'enseignement des langues à l'école. Et pour cela, nous accueillons donc Elke Nissen de l'Université de Grenoble. Merci. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Donc, bonjour et merci de me laisser ce temps de parole sur ce sujet. Donc d'abord, un mini prélude par rapport au titre. Le pourquoi est en réalité à lire comme étant dans quelle visée mettre à contribution le numérique dans l'enseignement-apprentissage des langues à l'école. Quand on parle du numérique, et effectivement c'est un terme qui est déjà tombé un certain nombre de fois dans les différentes présentations, on parle, donc le nœud, en fait, l'article déterminant, et en réalité à avoir au pluriel, c'est-à-dire que ça recouvre une réalité très diverse et variée d'outils, donc d'applications, de logiciels, de sites, de plateformes en ligne et de ressources. Donc un ensemble très varié. Et ça n'est pas non plus une solution miracle, ça aussi ça a déjà été souligné dans au moins une des présentations. C'est-à-dire que dans le passé, on a pu dire oui, on met du numérique, ça va motiver tout le monde. Et puis souvent encore aujourd'hui, énormément, même dans beaucoup de contextes, cet effet vitrine. On veut faire moderne, on recourt au numérique. Donc évidemment, ça ne suffit pas. Ça peut faire un mini-effet de il y a quelque chose qui se passe, mais s'il n'y a que ça qui se passe, ça ne va pas avoir un effet à longue durée. Et je dirais même à cette condition-là, presque autant s'abstenir. Enfin, c'est parfois mettre pas mal d'énergie en œuvre pour peut-être quelque chose de pas très durable. Donc évidemment, je ne veux pas du tout dire par là que le numérique, c'est pas bien. Au contraire, personnellement, je suis très convaincue, très fan, mais ça demande un certain nombre de conditions. Il faut savoir aussi que, comme justement il s'agit d'une réalité assez variée et variable, on peut à chaque fois parler d'un apport spécifique dans des situations pédagogiques particulières et aussi avec un fonctionnement et un type de suivi, de posture d'enseignant particulier. Pour le faire très très court et en d'autres termes, si on prend le numérique pour faire déjà ce qu'on faisait autrement, encore une fois, autant s'abstenir. C'est vraiment alourdir une réalité, sinon d'enseignants de classe qui ne vaut pas la peine d'être faite, je pense. Donc d'abord, certaines conditions pour que cette introduction du numérique fasse sens dans le contexte scolaire et dans l'apprentissage des langues. Et puis, dans un deuxième temps, quelques exemples de types d'activités et d'approches pédagogiques pour cela. Donc je passe à la première partie, c'est juste la répétition du premier titre, certaines conditions pour que le recours au numérique fasse sens dans l'enseignement-apprentissage des langues en contexte scolaire. Donc il y a deux conditions majeures sur lesquelles je vais insister. La toute première, c'est la nécessité, et ça revient tout le temps dans tous les domaines concernés par le numérique, cette nécessité d'inscrire le numérique dans les objectifs pédagogiques. Donc ça n'est pas la petite cerise sur le gâteau, ça n'est pas le petit gadget qui serait annexe, mais c'est quelque chose qui se met vraiment, qui est un moyen pour arriver, pour poursuivre ces objectifs-là, et qui doit donc aussi être en cohérence avec cela. Et une cohérence aussi qui doit forcément se mettre en place, ça aussi ça a déjà été souligné, avec l'ensemble des éléments du scénario pédagogique, donc cette prévision du déroulement pédagogique, donc avec les différentes approches didactiques qui sont mises en place, avec les activités pédagogiques, avec leurs principes d'enchaînement, avec les modalités de réalisation des activités, donc que ce soit fait en modalité individuelle, en petits groupes, en synchrone, donc c'est-à-dire en même temps ou non, dans ou hors de la salle de classe, etc.
La deuxième condition majeure, c'est celle de l'accompagnement des élèves. Et là, je rejoins très largement aussi les propos qui ont déjà pu être tenus sur l'autonomisation des élèves en contexte scolaire. Ce que je voudrais souligner ici, c'est que cet accompagnement peut avoir différentes sources. Donc ça peut être l'enseignant lui-même qui a certaines postures, qui met en place un certain moment aussi pour le dialogue, pour la parole. Ça peut aussi être les pairs qui interviennent pour accompagner les autres élèves parce qu'ils ont certaines compétences qui sont déjà mises en place, parce qu'ils réfléchissent ensemble, donc il y a cette collaboration, coopération qui peut se mettre en place. Ça peut être des activités ciblées, donc portées par des activités, bien sûr, largement mises en place par l'enseignant, qui sont proactives, donc un travail au préalable sur certaines stratégies par exemple, ou en aval, donc sous forme d'activités réflexives qui elles aussi ont déjà été abordées pas mal de fois. Mais il y a aussi certains outils numériques qui en tant que tels peuvent comporter des fonctionnalités qui peuvent représenter un certain accompagnement. Donc là, un très bref exemple d'une application qui permet un peu une mise en scène théâtrale, donc dans un décor de théâtre où les élèves de 6 à 8 ans ont pu, donc au fait les références, je ne les ai pas mises sur les slides pour les alléger, vous les trouvez dans la note que j'avais remise. Mais donc là, dans cet exemple-là, donc les enfants qui peuvent déplacer les personnages pour construire une histoire, et le fait de pouvoir le faire les a grandement aidés dans la construction de la trame narrative de cette histoire-là, en langue étrangère. Et puis le fait de pouvoir recommencer aussi souvent qu'ils le souhaitaient leur a permis de grandement améliorer cette histoire-là par ailleurs. Donc là, c'était donc cette fonctionnalité de l'outil qui les a directement aidés. Alors sur quoi doit porter cet accompagnement? D'une part sur les aspects techniques, c'est-à-dire qu'on sait que la prise en main de l'outil est incontournable si on veut que l'élève puisse être acteur et vraiment accomplir pleinement et se concentrer justement sur autre chose que la maîtrise technique lorsqu'il réalise une activité pédagogique. Donc cette prise en main doit être assurée. Et ça même aujourd'hui où on dit très souvent, les élèves, ça y est, c'est la génération numérique. Donc il y a beaucoup de nuances à mettre au fait derrière parce qu'il y a un certain nombre d'études qui montrent que les compétences qui sont sollicitées dans un contexte non scolaire par le numérique ne sont pas forcément les mêmes qu'en contexte scolaire. Par exemple, on s'aperçoit aujourd'hui que la recherche d'informations devient une pratique assez courante pour du moins une certaine strate d'élèves, socialement plutôt favorisés, mais quand même qui devient de plus en plus courante. Mais ce n'est pas les mêmes pratiques qui sont mises en dehors de l'école que dans l'école, parce que là, ils vont plutôt papillonner, ils vont chercher un peu rapidement, alors qu'à l'école, on va beaucoup plus essayer de leur transmettre des stratégies de recherche ou leur demander en tout cas. Donc les compétences sollicitées pas nécessairement les mêmes, les outils pas forcément les mêmes non plus, et les objectifs poursuivis par le recours à ces outils-là non plus forcément les mêmes. Donc le deuxième volet de ces exemples-là, c'est donc la pédagogie active, c'est-à-dire que on va largement chercher une participation et un investissement des élèves. On pourrait mentionner la pédagogie de projet, qui a déjà été mise en avant aussi dans la contribution précédente. Mais aussi un exemple qui serait le jeu. Donc des jeux, on peut aussi en faire sans le numérique, absolument. Ça s'inscrit bien dans la perspective actionnelle où on cherche justement à avoir cet acteur social à nouveau, donc l'apprenant et en même temps le joueur. Et il joue normalement pour le plaisir, donc on cherche de créer ce qu'on appelle une attitude ludique, de vraiment faire l'activité pour le plaisir de la faire, parce qu'on aime jouer et parce que du coup ça développe aussi d'autres stratégies que seulement des stratégies d'apprentissage. Je veux gagner, je veux avoir tant de points, je veux avancer. Donc de déplacer un peu le focus sur, pas seulement apprendre, mais jouer en même temps, mettre en place d'autres stratégies. Le fait aussi que le jeu permette de jouer en petits groupes, donc de faire travailler et participer assez largement les élèves sous des formes qui ne sont pas forcément les formes standards d'enseignement, donc aussi varier là les activités qu'on peut mettre en place. Et puis avec des apports spécifiques du numérique cette fois-ci, parce que
ce que j'ai dit jusqu'ici, ça vaut pour tout type de jeu. Donc, où on peut proposer des situations qui sont différentes de ce qu'on a dans la vie quotidienne. Donc, par exemple, dans des jeux de construction de villes, on peut construire cette ville, on peut déplacer les éléments, ce qu'on ne pourrait pas faire dans la vie réelle, et qui, du coup, peuvent être exploités différemment, avec aussi une variété plus grande de décisions et de possibilités. Donc là, j'aimerais mentionner les jeux d'évasion, les escape games aujourd'hui, qui sont très à la mode, où par exemple, il y a des éléments de réalité virtuelle qui sont intégrés. Une fois que vous avez rempli votre page en ayant trouvé des mots-clés qu'il fallait détecter à travers différentes énigmes, vous avez une petite application de réalité virtuelle qui vous fait apparaître le code où vous avez juste, donc là c'est un exemple issu de Ellis Island, ça s'appelle le projet, issu de Seconde, en anglais, où du coup on voit apparaître juste les cases qu'il fallait lire pour avoir le mot-clé qu'il faut à nouveau rentrer dans une application pour avoir accès à la petite activité finale et avoir le code pour ouvrir le cadenas du coffre qui contient l'objet tant désiré. Voilà, donc par contre, là encore, c'est assez délicat d'obtenir un équilibre entre le déclencheur du jeu, donc cette attitude ludique, et l'apprentissage. Juste jouer pour jouer, c'est bien, on a passé un bon moment, mais on n'a pas appris. Donc à nouveau, les chercheurs le constatent de manière répétée, il faut que ce soit inscrit dans un déroulé pédagogique et dans une poursuite de certains objectifs pédagogiques qui soient très très clairs et pour l'enseignant et pour les apprenants, et préparer en amont pour d'autres activités, exploiter aussi en aval par d'autres activités. Donc c'est un peu que le numérique s'inscrit dans une certaine normalité, en quelque sorte, dans le développement et dans la mise en place du scénario pédagogique. En fait, c'est un outil, un moyen parmi d'autres, qui a d'autres potentialités, mais qui doit quand même répondre aux mêmes critères que tous les autres. Alors, le dernier volet de ce grand volet de ce pan-là, c'est quelque chose que je me suis dit qu'on pouvait difficilement ne pas aborder quand même, c'était la classe inversée, même si c'est un terme qui n'est pas vraiment stabilisé aujourd'hui. C'est quelque chose que vous connaissez très certainement. On propose des contenus, le consensus qu'il y a autour de ce terme, dans un modèle de base, du moins, il y a d'autres modèles plus développés qui existent, c'est qu'on propose des contenus avant le présentiel, donc avant le moment qu'on a dans la classe, à distance donc, et on va du coup libérer du temps dans la classe pour faire autre chose, pour justement mettre en place des approches actives très généralement qui vont exploiter ces contenus-là. Donc il y a une première question qui est quels sont les contenus finalement en langue. Donc très souvent là c'est interprété dans les scénarios qui sont réellement mis en place par préparation lexicale, préparation grammaticale ou encore du contenu informationnel venu de documents. Donc préparation grammaticale, lexicale, je rejoins totalement les propos qui ont pu être faits avant que il faut s'interroger si c'est vraiment là que c'est le très bon moment pour travailler sur le lexique, la grammaire, etc. Ou si c'est pas plutôt en aval une fois que le besoin a vraiment été créé. Et puis, ce qu'on peut observer aussi lorsqu'on regarde de près les scénarios qui ont pu être développés en classe inversée, c'est que finalement, il y a un discours qui dit que... Certains chercheurs disent qu'il faut qu'il y ait de la vidéo nécessairement, d'autres disent que non, ça peut être n'importe quel document en préparation. Mais cette croyance qu'il faut forcément de la vidéo et qu'il faut forcément préparer le distanciel avec des contenus amène à une certaine... à développer des scénarios qui, à mon avis, pourraient être largement améliorés parce que du coup, ça laisse une large place au transmissif, là où justement on veut mettre en place une pédagogie active. Donc il y a une petite contradiction au fait entre ce qui est fait parce qu'on veut répondre à un certain standard de ce qu'on imagine être la classe inversée. Et donc pour moi, tout simplement dire non, je fais de la formation hybride, je m'ouvre toutes les portes, je ne m'enferme plus dans juste ce terme-là, ça ouvrirait pas mal les portes. Mais donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de réflexions encore à faire sur qu'est-ce qu'on vise vraiment par là et qu'est-ce qu'on se donne comme moyen pour arriver à développer ces pédagogies actives en mettant en place donc, certaines approches. Ça laisse pas mal de portes ouvertes, en tout cas en termes de recherche. Et une question qui reste bien sûr absolument importante, c'est que quand on fait travailler l'élève
à distance, de quel accompagnement est-ce qu'il bénéficie? Est-ce qu'il est juste à domicile et c'est là qu'il est confronté éventuellement avec ce qui est du coup appelé contenu? S'il a besoin d'aide, s'il ne sait pas continuer, s'il bloque, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut demander, est-ce qu'il peut poser des questions à l'enseignant? Est-ce qu'il peut poser des questions au père? Est-ce qu'il a des fiches d'activités ou de clés ou de solutions éventuelles qui l'aideraient à outrepasser ces difficultés? Enfin, c'est tout un ensemble aussi qu'il faut réfléchir avant, au lieu de se dire, faites. Enfin, il ne faut pas le laisser seul non plus à ces moments-là, en fait. Donc, bien sûr, comme dit, ça n'était qu'un extrait forcément d'un panorama sur le numérique où on pourrait aborder bien d'autres aspects, et ils ont en partie été abordés, comme l'individualisation, le fait qu'on peut largement accéder à d'autres ressources, faire un travail sur l'oral avec quelque chose comme Quizlet, par exemple. Donc les cartes mémo de Heather Hilton rejoignent très largement ça. Donc avoir la forme orale aussi d'un mot au lieu de seulement la forme écrite, aussi en dehors de l'école, ou même à l'école, où tous les enseignants ne sont pas nécessairement finement formés à la prononciation de la langue cible non plus. Je pense surtout aux primaires. Un travail avec des concordanciers, etc. Avec toujours cette condition, encore une fois, de la prise en main nécessaire de l'outil, avec un travail absolument sur les compétences autres, donc métacognitives, informationnelles, organisationnelles, etc., qui accompagnent le travail avec le numérique. Et pour conclure, donc la préoccupation ici a très largement été de dire il faut d'abord penser la pédagogie et penser le numérique après. Donc, à mon avis, c'est absolument dans ce sens-là que ça doit se faire. Et d'ailleurs, il y a eu des initiatives assez nombreuses dans le passé d'introduction massive du numérique pour rattraper un certain retard d'image, pour faire moderne, pour etc. C'est un discours que j'entends depuis très longtemps en France. Et ça a pu se produire encore, par exemple, avec les TBI, tableaux blancs interactifs, et ils sont massivement utilisés comme vidéoprojecteurs. Donc du coup, oui, mais on peut se payer un vidéoprojecteur sans avoir recours à un TBI nécessairement. Donc voilà. Enfin, si parfois on met absolument en avant les outils, encore une fois, où ça serait bien peut-être d'abord réfléchir aux besoins pédagogiques. On peut encore, si quelqu'un a envie de... Enfin bon, bref, il y a la question aussi qui se pose à l'heure actuelle autour des manuels numériques qui vont être introduits massivement dans certains lycées à cause des réformes, parce que juste le budget pour acheter de nouveaux manuels n'est pas là. Où là aussi, il faudrait se poser la question quelle est finalement la plus-value apportée par ces manuels-là, sachant que en langue, les études que j'ai pu trouver sur la question datent de 2013 ne sont pas absolument récentes, mais mettent en avant les mêmes demandes que j'ai mises en avant ici, donc vers plus d'ouverture sur le web, vers plus d'interaction, vers plus d'activité, et ce qui n'était, du moins à cette heure-là, pas donné par les manuels numériques à cette heure-là. Et pour conclure qu'évidemment, lorsqu'on demande de faire tout ça, de savoir faire tout ça en tant qu'enseignant, ça aussi, c'est à prendre en compte dans les formations, et ça, je relègue pour la suite la présentation par les collègues qui vont aborder la formation des enseignants. Et je vous remercie. La parole au jury maintenant pour les questions. Oui, bonjour, merci pour votre exposé. Donc, dans votre rapport, vous écriviez que l'usage du numérique qu'ont les élèves dans leur vie extrascolaire ne les amène pas automatiquement à savoir maîtriser les outils proposés dans le cadre scolaire. Donc, en fait, la question, on peut prendre plusieurs formes. Quelles seraient les conditions favorables à l'importation de ce type de pratique en classe? Donc, dit autrement, c'est comment tirer de ces pratiques extrascolaires, tirer parti de ces pratiques extrascolaires pour en faire des leviers pour le développement des compétences des élèves en langue vivante. Merci pour la question qui est absolument d'actualité. Je me demande quand même s'il faut absolument faire entrer ces pratiques extrascolaires dans l'école. Pour moi, c'est une vraie question. Je n'ai pas la réponse. Disons que, par exemple, les pratiques et les recherches sur les jeux montrent que, pour prendre l'exemple de Minecraft, donc qui existe en version éducative, il y a eu des études qui ont montré que lorsque c'est introduit en cours, oui, il y a des élèves qui savent y jouer.
Mais du coup, donc, ce sont ceux qui sont techniquement de la manipulation technique, sont compétents. Donc ils vont être valorisés, donc, ce qui est bien. Dans ce sens-là, ce n'est pas forcément ceux qui sont scolairement valorisés, qui du coup trouvent un moyen de valorisation sur lesquels on peut rebondir, donc qui est intéressant. En même temps, donc, ils vont pouvoir intervenir comme justement support pour les pairs. Là encore, ça valorise, ça c'est positif. Donc de ce point de vue-là, oui, c'est bien, mais en même temps, ils sont frustrés, ils sont un peu déçus du recours à ce même jeu dans un contexte scolaire, parce qu'à la maison, ils peuvent faire d'autres choses, ils ont des libertés qu'ils n'ont pas à l'école, et les buts poursuivis ne sont pas les mêmes. Et donc du coup, ils sont un peu déçus de ce recours à ce jeu, encore une fois, et voilà. Donc les attentes ne sont pas les mêmes et les utilisations ne sont pas les mêmes forcément. Donc du coup, ça peut créer aussi cette discordance-là qu'il faut pas. Je pense qu'il faut juste y penser. Mais par exemple, c'est une tendance actuelle de vouloir faire entrer ces pratiques informelles, comme on les appelle, dans la classe, sous forme de fanfiction par exemple, ou encore les jeux justement qu'on veut faire entrer. Fanfiction, c'est la pratique de... en fait, on est fan d'un auteur, on est fan d'un personnage, et puis on va rédiger des textes, des dialogues, en imitant le style de l'auteur ou du personnage, et publier sur certains sites et forums qui sont dédiés à ça sur les réseaux sociaux. Et ça aussi, il y a des chercheurs aujourd'hui qui disent oui, on va essayer de faire entrer ça dans les pratiques scolaires. Et là, à nouveau, je me dis, bon, oui, mais à partir du moment où on l'impose, où ça n'est plus l'élève qui, lui, le fait pour son plaisir et qui, en même temps, incidentellement apprend, est-ce qu'on ne va pas à nouveau contrecarrer, par le dogme, finalement, par le fait que ce soit imposé, est-ce qu'on ne perd pas un peu de son intérêt ? Et donc, la conclusion que j'en tire au niveau personnel, c'est que ce qui serait l'idéal, ce serait de voir quelles sont les pratiques numériques, extrascolaires existantes chez les élèves et rebondir là-dessus, au fait. Quelqu'un avait mentionné la musique tout à l'heure. Oui, pourquoi tous travailler sur un même morceau si on peut avoir des préférences personnelles ? Ou là, si on a certaines pratiques, certaines préférences, à nouveau, pourquoi ne pas chercher à le savoir et essayer de rebondir là-dessus plutôt que d'imposer des choses à tous ? Parce qu'à nouveau, quelqu'un qui aime rédiger certaines choses ou est fan de quelque chose, d'autres ne sont pas fans, ne sont pas intéressés par ces pratiques-là. Pourquoi les imposer à tout le monde ? Donc rester plus sur des bases plus les préférences personnelles des élèves, finalement, à mon sens, et aussi accompagner les pratiques, ces pratiques-là, qui peuvent se faire, parce que là, encore une fois, ça a été observé maintes fois qu'il y a des stratégies parfois qui manquent, souvent qui manquent par rapport à ces pratiques numériques extrascolaires, et inversement. Donc on peut les préparer, ces stratégies-là, et on peut aussi accompagner par des activités réflexives finalement sur qu'est-ce que ça vous apporte en termes d'apprentissage de la langue, qu'est-ce que ça vous a permis de découvrir comme élément langagier ou comme rencontre avec l'autre finalement. Donc avoir ces apports réflexifs qui peuvent, eux, faire partie de cet enseignement apprentissage des langues à l'école, mais qui demandent quand même un certain temps forcément à l'enseignant. Deuxième question. Oui. Donc, vous écrivez dans votre rapport qu'il est important de cibler les compétences nécessaires à l'usage du numérique en langue vivante afin d'apporter une aide aux élèves pour les développer. Pourriez-vous donc citer certaines des compétences clés pour les élèves en langue vivante ? Alors, je dirais que la majorité de ces compétences est assez commune avec les autres disciplines, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de savoir chercher de l'information, de comprendre des choses, de savoir faire un certain découpage pour pouvoir savoir quels éléments on en retient de cette information et qu'est-ce qu'on réinjecte finalement de ce qu'on a à en faire à partir de ces informations, donc pour prendre l'exemple de la recherche informationnelle. Donc c'est des compétences qui se recoupent très largement avec d'autres disciplines, il me semble. Après, on a forcément en langue la spécificité de l'oral qui a une plus grande importance et une autre signification qu'en d'autres disciplines où là, on a déjà abordé aussi l'aspect de l'importance de savoir manipuler les outils d'écoute, de savoir interagir aussi. Donc, pareil, là, ça va certainement demander d'autres compétences, mais
Ce sur quoi on va vraiment focaliser dans une situation d'enseignement-apprentissage particulière, c'est forcément déterminé par les objectifs à nouveau. C'est-à-dire que si on a un certain type de tâche qui est proposé, c'est autour de cette tâche-là qu'on va finalement chercher quelles sont les compétences à mettre en œuvre et à avoir et sur lesquelles on va prioritairement travailler. Oui, encore la suivante. Vous notez que la recherche de ressources est notamment très coûteuse pour les enseignants. Est-ce que alors vous avez des noms de sites à donner, de références? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose sur lequel il faut que nous insistions avec la création d'une plateforme ou des choses comme ça en ligne, indépendamment du BRNE qui existe et de ces outils-là? Merci. Alors effectivement, c'est quelque chose qui est coûteux en temps parce que quand on cherche des ressources audio, quand on recherche des ressources vidéo, on en trouve très facilement autour de tout ce qui est journal télé. Extrêmement facile. Autour des films, très facile. Mais dès qu'on sort de ça, ça devient effectivement difficile de trouver des supports, surtout si on cherche des longueurs un peu limitées. Souvent, on est autour de quelques petites minutes, au fait, dans ce qu'on met à contribution dans les enseignements. Et à titre personnel, je dirais oui, s'il y avait une plateforme vraiment dédiée à ça, multilingue, superbe. Il y a des choses pour les différentes langues. Il y a, comme par exemple pour l'allemand, il y a Deutsche Welle. Il y a Arte où on trouve des choses, mais encore une fois, souvent, c'est plus autour du journalisme qu'on va trouver des choses. Il y a une plateforme de recherche qui s'appelle, pour l'anglais, qui s'appelle hello avec 3l.org. Il y a bien sûr YouTube, Vimeo, il y a des sites comme ça, mais justement, une fois qu'on est dessus, on se perd facilement pendant des heures dans une recherche qui est un peu compliquée. Donc, à titre personnel, je plaiderais pour une plateforme de recherche plus large. J'avais une question d'internaute sur quelle formation doit-on concevoir pour aider les enseignants à acquérir des compétences numériques. Alors, soit vous voulez en parler tout de suite, soit vous voulez la laisser pour les collègues qui vont vous succéder, vous voyez. Je vais juste répondre en 2 mots, parce que là, pareil, je pense qu'on pourrait... on peut absolument consacrer des heures à cette question-là. Ce qui s'avère utile, c'est de former les enseignants en mettant déjà à contribution les outils, les ressources numériques, pour qu'ils voient déjà à quoi ça peut correspondre, à quoi ça peut servir, et du coup que ça puisse aussi servir de modèle et d'idée, d'inspiration pour rebondir dessus dans leur propre formation. Je pense que ça c'est un des leviers majeurs pour cette formation. D'accord, on va en arrêter là pour cette séquence. Merci encore. Merci à vous.